Bonjour à tous et toutes, qu'on sait nombreux derrière l'écran. Et nous sommes, le docteur Jean-Philippe Nathalie et moi, ravis de vous accueillir pour ce deuxième webinaire d'une série qu'on a lancée avant les vacances de Noël et dont l'objet est de vous accompagner sur l'appropriation des méthodes de DPC. Alors, on en rappelle l'objectif, c'est vous présenter, expliciter la façon dont on conçoit des actions de DPC autour de ces méthodes. Et encore une fois, il ne s'agit pas, puisqu'il y a des questions qu'on a reçues et qui portent sur ce point, il ne s'agit pas pour nous de faire d'autres méthodes que les méthodes de la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé est bien entendu chargée par la loi d'élaborer les méthodes. Il est important pour nous, et on a travaillé dans ce cadre avec les services de l'agence, le Haut Conseil du DPC et les commissions scientifiques indépendantes, d'exposer ce qu'on en attend dans le cadre d'une action de DPC et ce que sont les critères qualité de l'utilisation de ces méthodes dans le cadre d'actions de DPC. Alors, le webinaire de cet après-midi va porter sur deux méthodes particulières. Les TCS, tests de concordance clinique. Le script. De script. C'est pas l'audit clinique, justement. Et puis, les vignettes cliniques. Pourquoi ces deux méthodes? Parce que je vous rappelle que vous les avez choisies la dernière fois, quand on vous a demandé sur quelle méthode vous souhaiteriez qu'on intervienne pour ce second séminaire. Et évidemment, ce sont deux méthodes, et on va vous expliquer dans quel contexte. Ce sont deux méthodes que vous pouvez utiliser dans le cadre d'actions de DPC, et notamment d'actions de DPC d'évaluation de pratiques professionnelles. Mais il y a évidemment un certain nombre de consignes à suivre. Alors avant de vous présenter les méthodes, on va regarder ça avec le docteur Nathalie, je pense qu'il est important, pour que vous compreniez les méthodes, de revenir sur la définition qu'on avait donnée la dernière fois de ce qu'est l'évaluation des pratiques professionnelles. Évaluer ces pratiques professionnelles, j'ai l'impression de dire quelque chose qui est une évidence, c'est analyser sa pratique en situation professionnelle pour évidemment savoir si elle est conforme et potentiellement pour l'améliorer. C'est important que je dise sa pratique parce qu'évidemment, dans le cadre de formation continue, il y a toujours des cas cliniques que vous analysez, que vous regardez en groupe, mais analyser des cas cliniques fictifs qui peuvent être apportés par un organisme de DPC, l'analyser en groupe, ce n'est pas être face à sa pratique de médecin, pharmacien, kiné, infirmier. Et donc une véritable action d'évaluation des pratiques professionnelles, on travaille sa pratique. Et vous allez voir que c'est extrêmement important pour comprendre ce qu'on va vous dire autour des TCS et de la vignette clinique. On vous avait également présenté la dernière fois l'ensemble des méthodes d'évaluation de pratique, et pour certaines qui valent aussi pour des actions de gestion des risques. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, et on a envie de recommencer par ça cet après-midi, c'est qu'elles ne sont pas interchangeables, ces méthodes. Il y a des méthodes par comparaison. Le premier webinaire a porté sur la principale méthode par comparaison, qui est l'audit clinique. Vous avez un référentiel construit sur des recommandations de bonnes pratiques. Vous vous évaluez sur vos dossiers pour savoir si vous êtes conforme. Vous êtes formé potentiellement au milieu et vous vous réévaluez pour savoir si vous vous êtes amélioré. Et là, vous comparez votre pratique à la pratique recommandée. Mais toutes les méthodes d'évaluation de pratique ne sont pas des méthodes par comparaison, c'est-à-dire qu'évaluer sa pratique, ce n'est pas toujours se comparer à une pratique de référence. Et cet après-midi, on va être plutôt sur une approche par entraînement autour des TCS et de la vignette clinique. Entraînement de quoi? Entraînement du raisonnement clinique, du raisonnement thérapeutique, etc., qui est une façon de travailler sur sa pratique sans se comparer à des recommandations ou une pratique de référence. Et ça, extrêmement important dans vos conceptions d'action de DPC, de vous dire
Qu'est-ce que je veux faire au professionnel? Je veux le faire se comparer à une pratique de référence. À ce moment-là, vous oubliez la vignette, les TCS, etc. Ou je veux, au fond, l'entraîner à ce qu'il fait au quotidien. Et c'est plutôt à ce moment-là qu'il faudra utiliser les méthodes dont on va vous parler cet après-midi. Et la définition des objectifs pédagogiques, du coup, doit refléter ces différents objectifs et ces différentes méthodes. C'est ça. Et quand on vous demande dans une action de DPC justification de la méthode, c'est bien ça qu'il faut porter. Je souhaite que le professionnel se compare ou compare sa pratique, et à ce moment-là, on sera dans l'audit. Mon action est construite pour entraîner le professionnel à sa pratique et donc le mettre en situation de pratique. J'ai donc choisi les TCS, ou j'ai donc choisi, dans certaines circonstances, la vignette clinique. Alors, on va démarrer par le test de concordance de script. Et on a eu une grande chance il y a quelques jours, parce qu'il nous a contactés. Et on a eu une immense chance d'échanger avec Bernard Charlin de l'Université de Montréal. Ça date de 5 jours. Et Bernard Charlin, c'est l'inventeur, au sens quasi archéologique, de cette méthode, cette méthode n'existe que par Bernard Charlin, qui l'a développée à l'Université de Montréal. Et il l'a développée précisément comme une méthode qui permet d'évaluer le raisonnement clinique du professionnel. Et ce qui est le cas, au fond, de tous les professionnels de santé, la capacité des professionnels de santé à prendre des décisions pertinentes en situation d'incertitude, qui est, au fond, ce qui arrive à tout professionnel de santé. Un patient rentre, vous ne savez pas ce qu'il a. Vous êtes donc a priori en situation d'incertitude. Il vous dit des choses et vous devez prendre, par rapport à ce qu'il vous dit, à l'examen clinique, etc., un certain nombre de décisions pertinentes de diagnostic, de thérapeutique ou de suivi. À l'origine, Bernard Charlin nous l'a expliqué, il a développé les TCS en formation initiale pour les étudiants, d'ailleurs essentiellement de médecine au départ. C'est une façon d'enseigner la médecine, où très rapidement, on met les étudiants face à des situations cliniques et on voit, par rapport à tout ce qu'ils ont appris, s'ils arrivent à poser le bon raisonnement clinique dans une situation d'incertitude. Et puis petit à petit, cette méthode, il nous l'a expliqué, s'est étendue à la formation continue, et notamment au DPC. Et c'est à ce titre que la Haute Autorité de Santé a retenu cette méthode comme méthode d'évaluation de pratique. Alors, en quoi consiste cette méthode? Alors, j'ai un peu dévoilé les choses en disant que ça reproduit ce que les professionnels font. Et comme j'ai un professionnel à ma gauche, oui. Spontanément, il fait ce qui est demandé dans le cadre des TCS. Et Jean-Philippe, alors, ça reproduit comment? Alors, effectivement, l'idée du TCS, c'est de formaliser. Alors, je vais lire ce qui est écrit parce que c'est très joliment dit et je m'en voudrais de ne pas le dire tel quel. Ça formalise les opérations cognitives qui sous-tendent le raisonnement clinique que fait le professionnel de santé chaque jour. Autrement dit, c'est quand vous avez un patient qui arrive avec un motif de consultation, dès les premiers moments, vous allez quelque part évoquer des hypothèses diagnostiques, mais pas être sûr d'emblée de votre diagnostic. Vous prenez des situations, des décisions en contexte d'incertitude et vous allez avancer dans votre raisonnement clinique en éliminant une par une vos hypothèses. Le TCS, c'est ça. D'emblée, vous n'avez pas toutes les infos et vous en avez régulièrement qui vous amènent dans votre raisonnement pour ou poser un diagnostic ou établir une stratégie thérapeutique. Voilà. Et le TCS reprend exactement la même logique et l'idée, c'est que ça mobilise non seulement les connaissances, mais aussi l'expérience du professionnel. On a discuté justement avec le professeur Charlin qui montrait bien que dans les TCS bien faits dans le cadre d'une formation continue, on avait de meilleurs scores pour des professionnels en exercice que pour de jeunes professionnels en formation initiale ou qui sortaient tous de la formation initiale. Donc c'est vraiment l'idée, c'est pas que les connaissances, c'est aussi l'expérience et l'expertise. Et donc,
Comment ça se présente? Comment ça se conçoit un TCS? Un TCS, ça part d'une situation clinique. Elle va être courte, percutante, mais elle va poser donc un certain nombre de caractéristiques, mais immédiatement va évoquer des hypothèses diagnostiques ou thérapeutiques, encore une fois, chez le professionnel. Par exemple, là, c'est quelques mots. Une femme de 38 ans se présente aux urgences, se plaignant de vertiges survenus par crise depuis 2 semaines. Elle se sent bien entre les crises. D'emblée, je vous dis ça, si vous êtes médecin, vous allez avoir des hypothèses qui vont venir en tête tout de suite, 2 ou 3. Alors, on en a des exemples. C'est un Voilà. exemple de TCS, d'ailleurs, conçu par le professeur Charlin. Exactement. Et l'idée du TCS, c'est que ça va lister les différentes hypothèses que vous pouvez avoir en fonction de cette situation clinique et les confronter à des nouvelles informations. Typiquement, par exemple, dans ce cas-là, on peut se dire que cette dame, elle a une maladie de Ménière ou une neuronite ou une névrite vestibulaire, parce que bon, c'est du vocabulaire aussi un peu québécois, faut le dire. Mais voilà, donc vous allez d'emblée vous dire, pour moi, elle a ou un Ménière ou une névrite vestibulaire. Et après, vous allez tester ces différentes hypothèses avec des informations. Alors, il faut qu'elles soient complexes, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt, on tombe dans le test de connaissance. Mais voilà, donc vous allez tester. Typiquement là, vous pensez à une maladie de Ménière, mais vous trouvez un nystagmus quand la personne est allongée en position alpaique. Qu'est-ce que ça a comme influence sur votre hypothèse de Ménière? Vous pensiez à une névrite vestibulaire, vous apprenez qu'elle a une surdité unilatérale progressive. Est-ce que vous maintenez, est-ce que vous écartez ou est-ce que ça ne change rien à votre hypothèse de névrite vestibulaire? Là, c'est vraiment du TCS et vous allez lister, vous pouvez revenir par exemple à la maladie de Ménière en 3e LE si vous voulez, mais vous allez lister les différentes hypothèses diagnostiques qu'est censé faire le professionnel face à la vignette clinique ou la situation clinique de départ. Alors, on voit sur la diapo que vous êtes en train de regarder qu'il y a 5 niveaux. Fortement affaibli jusqu'à fortement renforcé. C'est quoi ces 5 niveaux? Alors on en parlera un peu plus tard, mais c'est classiquement une échelle de Likert en fait. Et l'idée c'est que ce soit discriminant, donc de -2 à +2, et vous pouvez lire -2 plus 1, enfin -2, -1, 0, +1, +2, ou fortement affaibli, affaibli, inchangé, renforcé, fortement renforcé. Ça va être hyper important parce qu'on y reviendra. L'idée c'est que vous n'avez pas une bonne ou une mauvaise réponse. Et l'intérêt de mettre une échelle de Likert, c'est que ça introduit de la subtilité et justement qui fera l'objet de discussion, et ce sera tout l'intérêt du TCS. Alors un autre exemple, là on était sur le diagnostic, un autre exemple sur le diagnostic? Alors là on est plutôt dans le thérapeutique si je peux me permettre, mais... Monsieur est médecin. Mais donc là c'est typiquement donc en fait une angiographie d'un patient claudiquant postier de 55 ans et alors moi je suis pas médecin vasculaire, donc je vais pas aller sur le fond scientifique, mais en gros la situation de départ c'est celle-ci. Donc vous avez un patient de 55 ans postier qui est claudiquant, il a fait une angiographie et vous avez les résultats, et face à ces résultats, qu'est-ce que vous pensiez faire comme démarche thérapeutique? Est-ce que vous vouliez faire un traitement endovasculaire, un bypass veineux, une profondomplastie? Enfin, je suis pas sûr que ça se dise comme ça en français, mais en québécois probablement. Et ensuite, vous allez apporter des nouveaux éléments. Donc, si vous vouliez faire un traitement endovasculaire et que vous apprenez que la personne fume et est diabétique, est-ce que ça va changer votre hypothèse thérapeutique? Vous pensiez faire un bypass veineux, mais la veine, elle est de 2,5 à 3 mm avec 3 faisceaux en outflow. Est-ce que c'est une hypothèse thérapeutique que vous gardez? Voilà, encore une fois, on est dans une situation de départ pour laquelle vous allez lister les différentes hypothèses que ça suscite chez le professionnel, et vous allez confronter chacune de ces hypothèses à une information complémentaire et demander au professionnel si cette information complémentaire joue plus ou moins sur l'hypothèse qu'il avait de départ. C'est la fameuse échelle de Likert. Et c'est la fameuse échelle de Likert, on y est. Donc, à chaque nouvelles informations, il va indiquer si cette hypothèse, elle modifie ou non, si cette information modifie ou non son hypothèse. Il va répondre de -2 à +2, donc de 4 à 5 niveaux. C'est pour introduire de la subtilité, on y reviendra. L'idée, c'est si on répond par oui ou par non, c'est qu'on est dans le test de connaissance, encore une fois, et que votre TCS n'est pas un test de TCS, mais un test de connaissance. Et ça, c'est hyper important, ce qu'a dit Jean-Philippe tout à l'heure. Attention, un TCS ne doit pas faire appel à de la connaissance. Il en faut, mais ce n'est pas un test de connaissance. On travaille sur sa pratique,
On simule sa pratique. Donc là, typiquement, c'est une femme de 58 ans qui se présente à la clinique avec des lésions non squameuses, qui, au niveau des membres inférieurs, donc vous voyez sur l'image. Et si vous pensiez à de l'urticaire aiguë, mais que vous trouvez des lésions fixes depuis plus de 48 heures, est-ce que ça influence positivement ou négativement votre hypothèse? Voilà. Donc, vous pourrez mettre de -2 à +2 en explicitant ce que correspond pour vous, -2, +2, etc. Ou mettre directement fortement affaibli, inchangé, renforcé ou fortement renforcé. Voilà, c'est une échelle de Likert. Alors, expliqué comme ça, on se dit, c'est évident les TCS, parce qu'au fond, ça simule ça met le professionnel en situation. La situation, c'est un patient qui rentre dans son cabinet. Et puis progressivement, le professionnel l'examine, le professionnel lui pose des questions, regarde une radio, etc. Et petit à petit fonde son hypothèse, son diagnostic ou sa thérapeutique. Donc on se dit, très facile à faire les TCS. Pourtant, c'est pas si simple. Et pourquoi, Jean-Philippe? Alors, effectivement, la situation de départ, donc décrit comme ça paraît très simple, mais à concevoir, ça l'est beaucoup moins. C'est pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. C'est que la situation de départ ne doit pas d'emblée être évidente et orientée sur une hypothèse diagnostique ou une hypothèse thérapeutique. Sinon, vous n'avez aucune hypothèse à confronter. S'il n'y en a qu'une, ce n'est pas un TCS. On a pu voir dans des choses d'ailleurs qu'on a refusées, des TCS avec une situation clinique tellement simple et des éléments d'information tellement simples que je ne suis pas médecin et j'y arrivais sans problème. Donc là, il y a évidemment un problème. Donc voilà, et c'est un peu aussi l'idée qui va différencier du TCS de formation initiale à du TCS de formation continue qui s'adresse à des praticiens expérimentés. C'est que la situation doit être complexe pour elle doit être évocatrice de plusieurs hypothèses. Ensuite, les éléments d'information complémentaires ne doivent pas non plus être évidents. Sinon, comme je vous le disais, on retombe sur du test de connaissance. Il faut que ça suscite un questionnement de la part du professionnel et qu'on ne soit pas dans une binarité de réponse oui-non. Voilà. C'est en ça qu'il y a une subtilité dans la construction même du TCS. C'est simple à comprendre, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. C'est pour ça que ça relève, ce qu'on dit, une grande maîtrise de l'exercice et qu'il y a quelques prérequis à remplir pour ça. Donc, les concepteurs doivent être des experts de la méthode. Donc, effectivement, on en trouve quand même beaucoup dans le milieu universitaire, des experts de la méthode de TCS. Il faut tester son test de concordance de script auprès de 5 à 10 professionnels expérimentés. Alors, quand on dit expérimenté, c'est exerçant depuis plus de 10 ans et pratiquant régulièrement dans le domaine décrit. C'est pas le chirurgien dentiste. C'est ça. Alors, il y a une question là-dessus qui arrive sur la composition du panel d'experts. Est-ce que ça doit être des professionnels de santé représentés dans la cible? Par exemple, c'est illustré sur un exemple, c'est un sujet d'oncologie pour des pharmaciens. Bon, alors ça dépend de quoi, parce que l'oncologie pour les pharmaciens, c'est plutôt du bon usage du médicament, pas de l'oncologie. Peut-on avoir des oncologues dans le panel ou uniquement des pharmaciens? Moi, j'ai envie de dire, il faut des gens qui soient en capacité de concevoir une situation clinique complexe et d'apporter des informations complémentaires. Donc, il faut évidemment être dans la cible du public. Sinon, assez complexe d'imaginer que quelqu'un saurait le faire. Et encore une fois, il faut que... Alors, peut-être que ça va être très pertinent pour les pharmaciens de votre panel, mais que ça va être beaucoup trop pharmacologique pour les oncologues que vous souhaitez cibler, in fine, par l'action de DPC. Donc, il faut que le panel soit cohérent et en cohérence avec votre public cible. Après, s'adjoindre d'experts spécifiques sur le domaine, vraiment très pointus, pourquoi pas en pharmacologie. Mais l'idée, c'est que ça s'adresse à des professionnels oncologues. Donc, Alors justement, là, il y a une question, parce que il faut constituer un panel et tester le TCS. Est-ce qu'il suffit juste de tester le TCS ou, c'est sur la diapo, mais comme il y a une question... Ou est-ce qu'en plus, il faut recueillir les commentaires du panel? Alors, eh bien les deux. Eh bien les deux. Les deux, mon capitaine.
il faut effectivement avoir le retour du panel, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le panel a dit -2, -1, 0, +1, +2 ? Parce que ce qui va être intéressant, c'est de comparer cette restitution à la restitution individuelle que va faire chaque participant. En effet, et ça c'est le point dur qui fait qu'en fait on passe d'une méthode qui pourrait être quelque part de la formation continue à une méthode d'évaluation de pratique professionnelle, c'est que le professionnel qui va faire le TCS va répondre pourquoi est-ce qu'il a coché ça, et ce pourquoi est-ce qu'il a coché ça va être confronté avec la réponse du panel et la réponse des pairs aussi qui ont participé au TCS. Donc la restitution de chaque niveau du panel et du participant est hyper importante. Alors, on a un exemple d'ailleurs que je te laisse peut-être commenter parce que évidemment il y a la situation, mais vous allez voir l'exemple de restitution et dans cet exemple de restitution, on voit tout l'intérêt d'ailleurs de la justification. Alors justement, une femme de 70 ans, ancienne fumeuse, donc connue pour hypertension artérielle, dyslipidémie, se présente en détresse respiratoire aux urgences. Elle est amenée en salle de réanimation. Bon. Et là, on vous pose la question si vous pensez à une embolie pulmonaire et que vous avez la radio de thorax suivante. Bon, globalement, rapidement, en la regardant, elle a l'air plutôt normale, hein, la radio de thorax. Et du coup, voilà la réponse des panélistes. Et l'idée, c'est, en voyant cette radio de thorax qui a l'air plutôt normale, est-ce que ça renforce ou pas votre hypothèse d'embolie pulmonaire ? Alors là, on se dit, franchement, il y en a qui ne savent pas, parce qu'il y en a qui disent c'est renforcé, d'autres inchangé. Mais justement, c'est la subtilité du TCS. Eh bien justement, c'est la subtilité. Et ce qui va être hyper important, c'est le retour que fait chaque participant en appui de sa réponse. Parce que, effectivement, une radio de thorax inchangée ou une radio de thorax normale, pardon, en cas d'embolie pulmonaire, c'est possible. Et donc, il y en a qui vont dire, moi, quelque part, qu'elle soit normale, en fait, ça change pas tellement mon idée d'embolie pulmonaire, parce que voilà. Et d'autres qui vont dire au contraire, comme elle est normale et que la personne est en détresse respiratoire aiguë, ça me oriente d'autant plus vers l'embolie pulmonaire. Donc, en fait, il n'y a pas ici typiquement de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui va être intéressant, c'est le raisonnement que chaque personne va faire et va justifier et qui vont être confrontés aux autres participants et au groupe de panel. Donc, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en l'occurrence. Il y a des réponses à discuter. Alors, il y a une question, parce qu'on a parlé aussi de restitution individuelle. Qu'est-ce qu'on entend par restitution individuelle dans le cadre d'un TCS ? Eh bien, c'est typiquement ça. Alors, la restitution individuelle, donc, c'est en fait, c'est la restitution que le professionnel va faire à l'appui de... En fait, quand il va répondre, inchangé, renforcé, on va lui demander de justifier son choix. Et ensuite, il va avoir le résultat de tous les autres qui va être discuté. Après, on le verra en groupe. Mais donc, il y a deux niveaux. Il y a ce que donne, en fait, comme information le professionnel à l'appui de sa réponse. Et il y a après ce qui lui sera renvoyé par l'organisme sur les réponses des autres. Et tout ça devra faire l'objet de discussion. Alors, ça, c'est hyper important. Et c'est aussi toute la complexité de la méthode. C'est-à-dire que vous concevez votre TCS. Donc, il doit y avoir les 5 à 10 professionnels expérimentés dans le domaine. De toute façon, s'ils ne sont pas expérimentés dans le domaine, ils seront incapables de concevoir une situation clinique et des informations complémentaires qui seront dans une complexité, qui mettront vraiment des professionnels aguerris en situation d'incertitude. Ça, c'est la première chose. Et oui, puisque c'est des questions qu'on a... qui est votre panel d'experts? Vous devez le mettre dans votre dossier quand vous déposez l'action auprès de l'agence. Deuxièmement, vous devez faire passer, entre guillemets, ce TCS à votre panel. Et donc, ils doivent répondre point par point, fortement affaibli, à chaque hypothèse, mais ils doivent aussi justifier pourquoi. Et quand vous faites passer votre TCS, vous voyez que ce n'est pas uniquement des questions, y répondre sur une échelle de Likert et c'est terminé. Il faut concevoir aussi une façon de demander aux professionnels qui sont inscrits à votre action de justifier leur réponse. C'est ça qui est évidemment extrêmement important. Et dans la restitution individuelle, pour synthétiser les choses, vous devez leur renvoyer
à la fois comment a réagi tout le groupe, avec l'ensemble des justifications des réponses, aussi comment aura réagi le panel pour lui permettre de se situer. Et il y avait une question, pourquoi on conseille que ça soit bouclé par une classe virtuelle ou un temps d'échange potentiellement Et parce que c'est justement la confrontation de son hypothèse et de son raisonnement face à celui des autres qui fait qu'on est dans l'évaluation de pratiques professionnelles et dans du progrès quelque part. Puisque si on est seul face à sa propre réponse, c'est un peu... quelque part, il n'y a pas d'échange, ni de discussion, ni de potentiel d'amélioration qui va se dégager des discussions. Donc, c'est hyper important qu'une discussion émerge sur chacune de ces questions. Alors ça, c'est un exemple qu'on a pu avoir. Alors, ça ressemble à une grille de TCS. Pourquoi n'est-ce pas un TCS ? Alors, c'est pas un TCS parce que on est on est dans une thématique addiction avec substances licites, tabac, alcool, médicaments. Et en gros, ça parle d'une patiente qui vient vous voir pour anxiété et que vous pensez lui proposer des benzodiazépines pour réduire l'anxiété et faciliter le sommeil, mais vous apprenez qu'elle fume du tabac quotidiennement et du cannabis le week-end. Et là, d'emblée, en fait, la réponse n'est pas très subtile. Et d'ailleurs, elle est tellement pas subtile que la réponse apportée, c'est le risque que la patiente développe rapidement une tolérance, puis une dépendance aux benzodiazépines. Donc en fait, on ne laisse pas place quelque part ni à la discussion, ni à des points de vue divergents, ni à de la divergence de raisonnement thérapeutique. Pareil pour la question 2, ou l'hypothèse 2. Si vous pensez lui proposer des séances de relaxation afin de réduire l'anxiété, et qu'elle occupe un poste professionnel avec une aptitude sécurité, vous orientez d'emblée vers le fait que vous ne lui prescrirez pas de psychotropes parce qu'elle risquerait de perdre son aptitude sécurité. Et là, encore une fois, on est plus dans un test de connaissance quelque part du fait que les benzodiazépines entraînent une somnolence potentiellement avec des sujets sur des aptitudes sécurité. Et vous n'êtes pas dans de la discussion de pratique, vous êtes dans de la connaissance pure. Et pareil pour le troisième point, elle a débuté un traitement par substitut nicotinique transdermique et vous avez décidé d'interrompre le substitut nicotinique du fait du risque de surdosage, mais elle vous dit qu'elle fume encore 2 à 3 cigarettes malgré le timbre. Donc globalement, là encore, elle a des substituts nicotiniques et elle fume. En fait, ça dit d'emblée que elle n'est pas suffisamment dosée et qu'elle n'est pas en surdosage de nicotine. Donc là, vous avez aussi une réponse un peu univoque qui ne se prête pas à les discussions et encore moins à la discussion concernant sa pratique. Alors, il y a une question là, parce que au fond, tous les exemples qu'on a montrés jusqu'alors sont des exemples très médicaux. Ah oui. Qui concerne différentes spécialités médicales. Et une question qui dit, mais au fond, le TCS, est-ce que ça s'adresse uniquement aux prescripteurs, puisque c'est des situations complexes ou diagnostiques ou thérapeutiques? Est-ce qu'on peut faire des TCS pour des kinés, des infirmiers, des pharmaciens, d'autres professions qui sont concernées tout autant par le DPC? Il est clair que, et on a refait un peu l'histoire très rapidement, Charlin, ça a été développé initialement pour des professions, pour les médecins, dans le cadre de leur formation initiale. Est-ce que pour autant, cette méthode ne se limite qu'aux médecins? Je ne le crois pas. Je pense qu'avec un peu d'ingéniosité, d'inventivité et puis une bonne expertise, on peut faire de très bons TCS. Je ne sais pas, par exemple, pour les masseurs kinésithérapeutes, se dire que face à telle situation, vous pensiez faire vous avez d'emblée plusieurs actes de rééducation possibles. Chacun de ces actes, vous le confrontez à une nouvelle information qui peut être, vous apprenez que dans ses antécédents, en fait, il s'est fracturé tel membre il y a 15 ans ou telle articulation il y a 15 ans, j'en sais rien. Peut-être que ça va influencer ou pas le choix de cette technique de rééducation, par exemple. Donc, je pense que chaque profession de santé fait quotidiennement des démarches de raisonnement, qu'elles soient cliniques ou à tout le moins dans le cadre de sa prise en charge auprès du patient. Il raisonne, il fait des choix et c'est ce que traduit le test de concordance de script en fait. Donc c'est possible, mais il faut encore une fois
une bonne expertise, je pense. Oui, oui, et c'est vrai que les grands exemples de tests de concordance de script qu'on trouve dans la littérature et qui sont déployés, c'est effectivement souvent pour des professions prescriptrices qui posent des diagnostics. Voilà. Donc là aussi, il faut être attentif à... ça peut être ouvert à d'autres professions, et comme le dit Jean-Philippe, chacun dans sa profession peut avoir des idées de TCS, mais il ne faut pas se dire spontanément « je vais faire du TCS coûte que coûte ». Quelle que soit la profession que je vise, il y a peut-être d'autres méthodes qui sont à utiliser avant le TCS. Il y avait une question aussi, alors on y a répondu, mais je pense que comme elle revient, il est important de bien la caler. Si je comprends bien, c'est la question, les options diagnostiques sont préposées, elles ne sont pas trouvées par le professionnel en formation. Non, c'est l'idée, c'est justement la situation de départ. Elle doit permettre de susciter chez le professionnel des hypothèses, qu'elles soient diagnostiques ou thérapeutiques. C'est-à-dire, pour telle situation, une dame qui a tel âge, qui a tel symptôme, un professionnel de santé va forcément penser d'emblée à deux, trois trucs. Il y a deux, trois trucs qui vont lui venir en tête obligés. Il va se dire, et c'est ça qu'il ça faut ou ça. préconcevoir, voilà. En fait. Et ça, c'est vous qui devez le préconcevoir. Et vous allez dire, bon, bah, ok, il y a telle hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3. Ces trois hypothèses, vous testez ensuite leur robustesse par des informations complémentaires que vous donnez. Mais ces informations, elles doivent être quand même réalistes. Ça ne doit pas être complètement non plus perché. Ça doit exister, quoi. Ça ne peut pas être n'importe quoi. Et ça doit être un minimum challengeant pour le professionnel qui est un professionnel de santé aguerri. On est dans le cadre du DPC, de la formation continue. C'est des professionnels de santé qui exercent au quotidien. Il ne faut pas que ce soit évident. Voilà. Et donc, effectivement, c'est des choses que vous définissez, vous, les hypothèses et les informations complémentaires. L'idée est vraiment de tester le professionnel. Et ça, c'est vous qui les testez à travers la conception de votre test de concordance de script. Alors, il y a une autre question, à chaque fois, c'est une question qui revient. C'est un TCS pluripro, ça a du sens? Je vois mal, moi, mais médecin, pharmacien, biologiste, infirmier. Écoutez, non, mais sur des... potentiellement, dans le cadre de pluripro, à la limite, sur des compétences, des champs de compétences communs. Pourquoi pas, par exemple, sur de la... je sais pas, en matière de contraception, avec des gynécologues obstétriciens, des médecins généralistes et des sages-femmes, pourquoi pas, ça me choquerait pas du tout. Là, on parle de prescription de vaccination par les pharmaciens ou les infirmiers, pourquoi pas. Après, dans le cadre d'Interpro, c'est sûr que non. Enfin, mais pluriprofessionnel, pourquoi pas. Voilà, mais il faut vraiment que ce soit sur des compétences qui soient communes et à partir du moment où on teste un raisonnement diagnostique, thérapeutique, etc., évidemment, compliqué de le faire en interpro autour de situations qui soient identiques. Il y a une question, là aussi, on l'a dit, mais je pense que c'est important de reprendre les questions. Est-ce qu'on a besoin, pour construire un TCS, d'une double expertise, une expertise de la méthode et une expertise de la pathologie? Oui, c'est bien ça. De fait, voilà. Oui. Et donc, on exige, nous, et d'ailleurs, dans le dossier que vous devez nous adresser, déposer sur le site de l'agence, il va falloir que vous nous disiez qui vous aviez comme expert méthodologique et d'où tire-t-il son expertise. On n'est pas... Est-ce qu'il a été formé au TCS? Est-ce qu'il en a déjà conçu dans d'autres cadres, etc. Et il faudra que vous nous disiez quel est votre panel d'experts pathologie, pour parler simplement. Depuis combien de temps ils exercent? C'est 5 à 10 ans, c'est pas quelqu'un qui sort de la fac. Voilà, comment ils ont été choisis. Ça, c'est un point important. C'est pas n'importe quel professionnel, et notamment quand il s'agit de pathologies un peu rares, un peu complexes, etc. Il faut vraiment des gens qui aient une connaissance fine de la pathologie.
On a parlé aussi de la restitution en classe virtuelle et on a des questions sur qui doit animer la classe virtuelle de discussion. Est-ce que c'est le formateur, un membre du panel, Bah, ça peut être le formateur. Après, en l'occurrence, les concepteurs, il n'y a pas tellement de formateurs dans le cadre du TCS. Il y a des concepteurs qui font le TCS et il y a un panel qui le teste. Mais moi, je dirais plutôt, en l'occurrence, le concepteur ou un expert du panel. Il faut être expert de la pathologie. Parce que vous comprendrez, avec l'exemple qu'a pris Jean-Philippe tout à l'heure, avec cette radio pulmonaire dont les uns disaient... moi, ça change rien à mon hypothèse. Les autres disent, ah bah si, ça la renforce. À un moment, il faut savoir que dans le cadre d'une embolie pulmonaire, une radio pulmonaire peut être tout à fait normale. Et il faut comprendre, il faut savoir animer une discussion où vous comprenez que deux médecins différents peuvent potentiellement coter différemment. Donc, à un moment, il faut un expert pathologie. Oui. C'est pas uniquement un expert méthodo. Qui peut complètement être pertinent dans l'animation de la discussion. Une autre question, alors là, c'est pour le mois de juin, le webinaire sur la simulation, mais comme on a dit que c'était un entraînement au raisonnement clinique, quelqu'un dise, est-ce que le TCS, c'est pas un peu de la simulation ? Sagesse, on y répondra. Non, quelque part après, l'idée c'est pas, on est là pour en fait présenter les méthodes telles qu'elles sont proposées aujourd'hui par la Haute Autorité de Santé. Et je suis pas sûr que rentrer dans la finesse de ça pourrait l'être tout en ne l'étant pas était dans. En gros, les TCS ça répond à ça. En juin, on vous définira ce que c'est que la simulation et comment on l'entend. La simulation, ça nécessite quand même un briefing, une phase de mise en œuvre, un débriefing. On peut se dire en tirant le fil que pourquoi pas. Mais moi, alors, je ferais l'impression pas que la simulation, je simule la pratique, c'est-à-dire que je simule la prise en charge d'une hémorragie du postpartum, etc. Là, j'entraîne mon raisonnement. C'est pas complètement la même. Alors évidemment, Oui. Entraîner son raisonnement, c'est simuler un raisonnement que j'aurais, mais je ne simule pas une prise en charge. Enfin, en tout cas, c'est ça. Enfin, philosophiquement, si on y réfléchit, la question se pose. Après, en juin, on vous montrera que la simulation répond à des règles bien spécifiques et voilà. Et donc, ça répond aussi à une autre question. Si on est formé à la simulation, cela suffit-il pour être expert en méthodo TCS ? La réponse est non. Voilà. C'est pas la même chose. Et encore une fois, ça a l'air très simple, le TCS, et c'est pas facile. Et d'ailleurs, Charlin nous l'a dit. Et il nous dit que monter un TCS, ça lui prend des heures, voire plusieurs mois, pour trouver la bonne situation complexe, pour trouver les informations qui sont pas immédiatement, qui sont pas facilement cotables et qui puissent faire l'objet de décisions. Et donc, c'est pas parce que vous êtes formé pour faire de la simulation, etc., que vous savez construire potentiellement un TCS. Et il y a plein de contre-exemples de TCS qui ne sont en fait que des tests de connaissances. Alors, autre point de vigilance. Alors, donc, bon, ça on l'a dit, l'échelle de Likert doit être utilisée par le participant. Le système de cotation est utilisé pour noter les réponses. Elle doit répondre à la question. Voilà. Dans quelle mesure les décisions prises par les participants coordonnent-elles avec celles des membres du panel de référence ? Donc, l'idée, c'est que mais ça, c'est la façon dont cote Charlin dans le cadre de TCS. Initialement, c'était pour classer des étudiants. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'était si vous êtes en accord avec la majorité, vous avez un point. Si vous êtes en minorité, vous n'en avez pas. Et si vous êtes au milieu, vous avez une moitié de point. Bon. L'idée, voilà, c'est de faire un score. Est-ce qu'il est indispensable ? Je suis pas totalement sûr, mais l'idée, c'est vraiment pour moi que votre réponse soit confrontée à celle des autres et amène une discussion. C'est ça le point essentiel. On n'est pas dans le cadre d'un concours à classer les étudiants entre eux. Donc, c'est ce qu'on disait, cette restitution, elle est réalisée auprès de chaque participant par les membres du panel et ça doit être complet, étayé. Il n'y a pas, comme vous le disiez, une seule réponse.
Alors là, je vais donner une information assez importante dans la mesure où on est dans de l'évaluation de pratiques professionnelles, qu'on veut, dans le cadre d'une action de DPC, il est évident que c'est pas un ou deux TCS qui font une action de DPC. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut que ce soit suffisant pour Il y a eu vraiment. pas mal de questions Ouais, là-dessus. Combien voilà. on en Eh ben, attend? on y arrive, c'est le moment. Il en faut au moins une dizaine, voilà, pour estimer qu'on a suffisamment testé et challengé l'apprenant et qu'ils sont en capacité d'atteindre des objectifs pédagogiques spécifiques. Il faut au moins une dizaine de TCS avec à chaque fois un minimum de 3 hypothèses. Enfin, mais qui peuvent être 2 hypothèses mis plusieurs fois, mais il faut qu'il y ait au moins 2 à 3 hypothèses pour la vignette, enfin la situation clinique exposée. C'est encore une fois, si la situation clinique n'implique qu'une hypothèse, c'est plus du TCS, quoi. Voilà. Alors, il y a également des questions, parce que évidemment tout le monde a retenu l'audit clinique, la nécessité des 2 tours avec le tour de réévaluation à 3 mois, 4 mois, enfin le temps d'avoir vu le nombre de patients. Est-ce qu'ils font un deuxième tour en TCS alors, je vais laisser le docteur Nathalie répondre, mais au fond, quand on comprend la méthode, on comprend que non. Et pourquoi? Effectivement. Non, parce que l'idée est pas, enfin, quelque part, ça va pas aboutir nécessairement à un plan d'amélioration et à une réévaluation à distance. L'idée, c'est vraiment de discuter sur sa pratique, de voir est-ce qu'on raisonne bien, de tester son raisonnement clinique ou son raisonnement thérapeutique. Ça peut effectivement être combiné avec une action de formation continue, ça totalement, et pourquoi pas dans le cadre d'un programme intégré, mais à aucun moment il y a l'idée de réévaluer à 3 mois avec les mêmes ou d'autres TCS. On n'est pas du tout dans l'élaboration d'un plan d'amélioration et vérifier. De toute façon, les mêmes, ça n'aurait aucun sens. Les mêmes n'auraient aucun sens, mais je préfère le dire. Oui. Voilà. Voilà. Donc, on n'est pas dans l'idée de mettre en place un plan d'amélioration et de recomparer sa pratique, qui est là vraiment pour le coup du domaine de l'audit clinique. Il y a visiblement des presque pros du TCS, puisqu'on a une question sur... Charlin parle aussi de formation par concordance de script. Exactement. Ça peut être intéressant dans leur côté interactif et débrief collectif immédiat après chaque question. Est-ce que ces formations par concordance de script, ça peut être considéré comme de l'EPP? La différence TCS, formation concordance de script. Là, on touche un peu une des limites du sujet, c'est que, et encore une fois, Michel le rappelait en introduction, on est là pour vous aider à décliner les méthodes de DPC de la Haute Autorité de Santé en action de DPC. Donc là, on vous présente le test de concordance de script, qui est une méthode de la Haute Autorité de Santé, et on vous l'explique pour que vous arriviez au mieux à la proposer en action de DPC. Le test de formation par concordance, pour le coup, c'est pas une méthode de DPC de la Haute Autorité en tant que telle, de la Haute Autorité de Santé en tant que telle. Elle est quand même très proche de ce qui se fait, enfin du TCS. Donc nous voilà, on vous présente le TCS. Après, est-ce que la formation par concordance sera un jour une méthode de DPC ça... Voilà, ce qui est sûr, parce que si je lis bien la question, il y a des formations par concordance qui semblent intéressantes de leur côté interactif, débrief collectif, immédiat. C'est-à-dire que moi, je comprends dans la question, s'il y avait 15 personnes autour d'une table, qu'on leur présente le cas et ça discute, chacun répond, etc. J'ai envie de dire que ça peut être une bonne façon d'animer une action de formation continue. On y reviendra sur les vignettes cliniques, mais ce n'est pas de l'EPP. Parce que d'une certaine manière, à moins que vous ayez le petit boîtier magique qui permet à chacun de se positionner, de remplir en direct pourquoi il s'est positionné à -2, +2, etc. Et de faire discuter d'emblée. Et sans dévoyer ce qu'on dira au mois de juin sur la simulation, vraiment l'idée dans l'évaluation de pratique professionnelle, c'est que vous avez amené l'apprenant à se questionner sur sa pratique, vraiment qui soit seul face à sa pratique et qui se pose la question. Et si c'est dans le cadre d'une classe où, en gros, vous posez une question, le premier qui lève la main qui donne la réponse et vous discutez autour, là, quelque part, vous n'êtes pas assuré que chaque professionnel dans la salle s'est vraiment confronté à sa propre pratique. En simulation, ce sera la même chose, vous verrez. L'idée, c'est que tout le monde passe dans un scénario de simulation
pour qu'on s'assure que chacun évalue sa pratique professionnelle. Voilà, c'est la subtilité entre un outil d'animation, un outil pédagogique d'animation de formation continue et une vraie évaluation de pratique professionnelle en tant que telle, où chaque apprenant va être mis face à sa pratique quelque part, à l'analyser et après en discuter collectivement. Alors, avant de passer aux vignettes cliniques, peut-être une question alors, qui est un petit peu décalée, mais que j'ai envie de prendre. Comment je transforme cette évaluation, donc par TCS, avec les évaluations demandées par Calliope? J'ai du mal complètement à la comprendre, mais j'y réponds telle que je la comprends, en fait. Alors, premièrement, le DPC et Calliope, il n'y a aucune exigence de certification Calliope pour être enregistré comme organisme de DPC. DPC, Code de la santé publique, Calliope, Code du travail. On n'exige pas Calliope et vous devez répondre à des exigences qui sont les exigences qui sont portées par un arrêté spécifique sur la base duquel on vous enregistre. Les évaluations demandées par Calliope sont des évaluations est-ce que la formation a eu un impact sur la pratique professionnelle? C'est subtilement différent de l'évaluation de sa pratique. En gros, c'est... on l'a tous fait. Moi, j'ai commencé il y a pas mal d'années comme responsable de formation continue dans un hôpital de la paix. Et j'essayais d'évaluer si tout ça servait à quelque chose, en fait. Et donc, on envoyait des questionnaires pour savoir est-ce que ça vous a été utile, est-ce que vous utilisez, etc. Et quel impact? Est-ce que vous travaillez mieux avant qu'après? Enfin, après qu'avant, d'ailleurs. Parfois, c'est l'inverse. C'est inquiétant. Et c'est pas ça, l'évaluation des pratiques. L'évaluation des pratiques, c'est pas évaluer l'impact de la formation sur la pratique. C'est évaluer sa pratique avec des méthodes spécifiques. Et donc, un TCS tel qu'il est demandé pour être une évaluation de pratique, ça ne se transforme pas en évaluation demandée par Calliope. On est dans une autre logique et on fait travailler autre chose aux professionnels de santé. On a pas mal de questions. On a un peu de temps, mais donc autant y répondre puisqu'on est là aussi pour vous aider. Quelle est la composition attendue, recommandée du panel d'experts? Ça revient pas mal. Et voilà, il y a une question dans le cadre d'un programme douleur thoracique. Après, il faudrait voir exactement de quoi on parle, parce que douleur thoracique, il n'y a pas de... Enfin, je vais poser la question, puis on va y répondre. Dans le cadre d'un programme douleur thoracique, la question, pouf, elle est partie. Mais c'est pas grave. Je vais la retrouver. Voilà. Validé pour un public de médecins généralistes, est-ce qu'il faut dans le panel des cardiologues, des urgentistes, des généralistes, des médecins spécialistes de la méthodo? Alors, est-ce qu'il faut des gens de la pathologie de la méthodo? On a déjà répondu. Avant, un programme douleur thoracique, c'est pas ça qui fait des TCS, en fait. Ou plus exactement, il faut qu'il y ait des situations concrètes, quoi. Mais par exemple, je fais un programme que faire face à une douleur thoracique, faut que j'ai qui dans mon panel? Pas simple, ça dépend à qui. Non, mais ça dépend encore une fois à qui va s'adresser l'action. Je pense que une douleur thoracique. Pour des médecins généralistes. Pour des médecins généralistes, je pense que il faut de toute façon des médecins généralistes parce qu'ils s'assureront que les questions qui sont posées sont bien en lien avec la pratique du médecin généraliste, parce que la gestion d'une douleur thoracique en cabinet de médecine générale, c'est pas la même chose que la gestion d'une douleur thoracique aux urgences, par exemple, ou en intra-hospitalier. Donc déjà, c'est la première chose. Et la deuxième, effectivement, avoir des cardiologues dont c'est quand même un peu la spécialité de prendre en charge des douleurs thoraciques, ça me paraît pas délirant. Donc je pense qu'à la fois ça doit refléter une expertise sur la thématique, mais aussi une expertise sur la pratique des apprenants ou des gens à qui vous allez destiner l'action. Mais encore une fois, la question, elle est, pour moi, c'est, j'ai envie de dire, les professionnels que vous jugez nécessaires et suffisants pour faire une action qui tient la route, quoi. J'imagine pas que sur les douleurs thoraciques, vous allez mettre
sais pas moi, le pédicure podologue. Enfin, voilà, Non. c'est pas le sujet. Sur des douleurs de pied, probablement. Enfin, si c'est à destination des pédicures podologues. Donc encore une fois, euh, après, ce qui va, les commissions scientifiques indépendantes, ce qu'elles vont regarder surtout, c'est est-ce qu'il y a l'expertise sur la thématique et sur les publics ciblés. Enfin, c'est vraiment ça qui va être regardé par les commissions scientifiques indépendantes. Ils vont regarder ça, ils vont regarder... Parce que là, Et sur là, la méthode, ils ont, comme on l'a dit. sur la méthode, mais ils ont aussi là, ils ont un regard scientifique qui va pas être le nôtre en premier niveau. Est-ce que la situation est vraiment complexe pour des professionnels qui exercent tout le temps? Et est-ce que les infos sont vraiment des infos qui gardent ce contexte d'incertitude? Et effectivement, si c'est trop simple, encore une fois, ça peut être un avis défavorable parce qu'au fond, ça ne Exactement. fait pas travailler le professionnel aguerri sur sa pratique. Alors, il y a une question, nous, on se l'est posée avec le groupe de travail. Et c'est vrai qu'il faut qu'on continue l'échange avec la Haute Autorité de Santé. On a eu un échange vendredi dernier avec eux pour poursuivre d'ailleurs les travaux autour des méthodes. Et en disant la fiche, il y a une petite différence entre la fiche HAS et la vôtre, c'est que la fiche HAS impose un plan d'amélio, et vous ne l'imposez pas. Et ça, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, on s'est posé la question en se demandant ce que pouvait être un plan d'amélio dans ce cadre. Bonne question. Bonne question. Très bonne question. Moi, j'ai tendance à me dire, en l'occurrence, dans la mesure où si tout est bien conduit, comme on l'a exposé depuis maintenant presque 1 heure, qu'il y a une vraie discussion qui s'est instaurée entre les apprenants, entre eux avec animés, etc. Qu'il y a vraiment chacun a pu se poser la question de sa pratique, a pu entendre comment les autres raisonnaient sur le plan diagnostique ou thérapeutique. Je pense que chaque professionnel repart avec quelque part ses propres pistes d'amélioration, ses propres marges de progression, qui seront peut-être renforcées d'ailleurs dans le cadre d'un programme intégré par une formation continue sur le sujet. Est-ce qu'on va aller à toute fin demander, je sais pas moi, une mesure d'indicateur, une autre méthode pour vérifier le suivi, etc. Moi, à ce stade, je ne le demanderai pas. Après, effectivement, comme le dit Michel, on va travailler avec la Haute Autorité de Santé pour affiner ces méthodes, confronter aussi ce qu'on a comme action de DPC à l'avenir après ce magnifique webinaire qui vous aura, je l'espère, super éclairé. Voilà, on reviendra vers eux et on rediscutera avec eux où on en est. Et voilà, mais à ce stade, je l'exigerai pas. Non, on l'exige pas. On l'exige pas parce qu'effectivement, dans la mesure où c'est une méthode d'entraînement et de l'évaluation par entraînement d'un raisonnement. C'est quoi le plan d'amélioration pour entraîner son raisonnement? Enfin, on est professionnel, on a un c'est encore diplôme, plus s'entraîner, quoi. C'est continuer à faire son job, j'ai envie de dire, et c'est assez complexe. On a non pas une question, mais je trouve que c'est intéressant de la donner, de donner l'info à tout le monde. Il y a une des personnes qui assiste à ce webinaire qui donne un exemple, moi, qui me paraît assez intéressant dans la construction de TCS. Les TCS se prêtent parfaitement aux appels de régulation au 15. Exactement, ouais. Et c'est très juste. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous appelle « j'ai mal », etc. Donc vous avez une situation et d'emblée, le régulateur, paf, paf, paf. Il va chercher à éliminer les hypothèses. Il va chercher à éliminer le les urgent, hypothèses avec un certain nombre d'infos qu'il doit recueillir très, 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 très vite pour poser une hypothèse. Et voilà un excellent exemple d'utilisation de TCS. Et d'ailleurs, il semble que des TCS dans ce cadre ont été conçus pour le diplôme de régulation avec Charlin. Et ben voilà. Et on est vraiment... Vous voyez, c'est ce type de choses. Voilà. On a aussi, j'essaie de tourner autour de cet exemple, il y a aussi, vous savez, pour les médecins généralistes, une orientation prioritaire sur le diagnostic en situation d'incertitude, qui a toujours posé pas mal de questions aux ODPC. Est-ce que, parce qu'ils voulaient faire un cours sur la pathologie, alors que c'est pas ça du tout, le TCS pourrait se prêter parfaitement à cette orientation. J'ai une situation, et puis petit à petit, j'apprends des choses, et c'est ce qui me permet de poser petit à petit mon diagnostic et mes options thérapeutiques. C'est typiquement une méthode, là,
qui pourrait se prêter parfaitement à cette orientation prioritaire. Voilà. Bien, on va passer à la vignette clinique. Il y avait une question au tout début, on n'y a pas répondu, c'était est-ce que le webinaire sera disponible? Oui, bien sûr. Vous aurez accès au replay. Replay, et on y répond. Alors, la vignette clinique, compliquée. Compliqué, il y a eu pas mal de questions d'ailleurs qui sont arrivées en amont sur on a lu l'affiche, c'est pas exactement ce que dit la Haute Autorité de Santé, on en a parlé avec la Haute Autorité de Santé, on se parle avec la Haute Autorité de Santé et on va continuer à se parler avec la Haute Autorité de Santé. La vignette clinique, quand l'affiche est arrivée, elle est arrivée beaucoup plus tardivement que les autres. Elle a sidéré à peu près tout l'environnement de l'Agence nationale du DPC. Nous, d'abord, parce qu'on ne la comprenait pas. Les commissions scientifiques indépendantes qui ne la comprenaient pas et ne savaient pas évaluer en fait une action. Ils avaient des débats sans fin sur c'est bon, c'est pas bon, qu'est-ce qu'on en fait, etc. On ne comprenait pas la subtile différence entre la vignette clinique et le TCS. On avait plutôt l'impression d'ailleurs que ça avait été fait pour faire du TCS plus facile en fait. On ne voyait pas la différence entre une vignette clinique et un cas clinique qu'on travaillait en formation continue. Et donc là, on a fait un vrai travail. Pas nous tout seuls en chambre, mais avec les commissions scientifiques, avec le Haut Conseil du DPC. On en a reparlé encore vendredi dernier avec la Haute Autorité de Santé, qui admet que c'est pas si simple. Et au fond, la position que nous avons retenue, on verra, est une position qui prend son sens par rapport à ce que j'ai dit d'emblée. C'est quoi l'évaluation des pratiques? C'est travailler et évaluer sa pratique. Et donc, il y a une question d'emblée qui arrive. Je n'ai pas compris pourquoi vous restreignez l'utilisation des vignettes cliniques à certains cas. Anatomopathologie, imagerie, j'en passe et des meilleurs. On va vous expliquer pourquoi. Oui, effectivement, en fait, les vignettes cliniques, c'est ce que le disait Michel, c'est que en fait, vous les développiez déjà énormément dans le cadre de formation continue. Et quand on regarde beaucoup des déroulés pédagogiques de formation continue, beaucoup d'entre vous l'utilisaient déjà comme terminologie pour la discussion autour de cas cliniques. On avait discussion autour de vignettes cliniques. Donc, une preuve de plus, s'il en était, que c'était largement de la formation continue initialement et non de l'évaluation de pratiques professionnelles. Et d'ailleurs, parce qu'il y a une question de quelqu'un que je salue de loin, parce qu'il nous a longtemps accompagnés à la commission scientifique indépendante des médecins, en sa qualité de président, qui demande la différence entre cas clinique séquencé et vignette clinique. C'est utilisable, c'est souvent utilisé dans le cadre d'actions de formation continue comme cas clinique séquencé, en fait. Et donc, l'idée, c'est de se dire que dans la mesure où c'est une méthode d'entraînement et que le professionnel doit être vraiment confronté à sa pratique, encore une fois, j'y reviens, il doit être face à ce qu'il fait ou ce qu'il est susceptible de faire au quotidien, c'est, à son activité quotidienne, c'est typiquement l'activité qu'a un échographiste, un radiologue, un dermato, un biologiste, etc. Sur la base de lames, d'images, de clichés ou de tracés. Voilà. Dans le cadre de la formation continue, il y a des vignettes qui sont en fait des cas cliniques. On travaille ensemble. On a retenu comme évaluation de pratique, justement parce qu'il s'agit de travailler sur sa pratique, des cas où, au fond, on simule la pratique du professionnel. Un échographiste, il a des images, il faut qu'il interprète si c'est normal, anormal. On prend l'échographie fétale, j'arrête pas de prendre cet exemple. Vous voyez des images de clarté nucale et il faut savoir s'il y a un risque d'anormalité pour l'enfant. On vous passe plein d'images
de fœtus et vous devez déterminer si c'est bon, pas bon, s'il faut des examens complémentaires. C'est ce que vous faites au quotidien. Donc vous entraînez à cette pratique. Un radiologue, c'est pareil. Un biologiste avec ses lames, c'est ce qu'il fait au quotidien. Et donc, on a retenu les cas où le professionnel est en fait dans la situation dans laquelle il est au quotidien, dans sa situation d'exercice en fait, et pas de formation. Donc pour ça, comment on le fait, c'est assez, là pour le coup, c'est assez logique, assez simple. Hein. On fournit les informations d'anamnèse assez courtes, hein, le profil du patient, pourquoi est-ce qu'il est là, les circonstances, le contexte clinique, quels sont ses antécédents, est-ce qu'il y a eu d'autres, le résultat de l'examen clinique éventuellement, est-ce qu'il y a eu des traitements antérieurs, des examens complémentaires déjà faits. Donc vous avez en gros une synthèse du patient. Ensuite, on va vous présenter les images, les lames ou les tracés à analyser. Donc, vous les analysez en lien avec la situation clinique décrite au-dessus. Donc, c'est vraiment, vous êtes mis en situation professionnelle quelque part et vous allez interpréter dans ce cadre l'image, le tracé, la photo, la lame que vous avez en face de vous. Et ensuite, vous allez comparer en fait votre réponse à la réponse attendue avec une note justement. Est-ce que là pour le coup, est-ce que vous êtes là bon, c'est bon ou pas bon quoi, ou est-ce que vous êtes à côté de la raquette oui, quoi. Ouais. Voilà, c'est un peu l'idée. Est-ce que il y avait une polyglobulie ou pas, est-ce que il y avait un infarctus ou pas sur le CG, est-ce que enfin voilà. C'est vous interpréter l'image. Est-ce que le grain de beauté que vous examinez, c'est un mélanome ou pas, Voilà. Et là, il y a un débriefing individuel avec le professionnel de santé, c'est-à-dire que vous lui faites un retour personnalisé par rapport à ses réponses, qui peut, je dis bien qui peut, pas qui doit, parce que si on a des questions, je préfère le préciser. Pour l'instant, on ne l'a pas, mais ça peut arriver. Être accompagné d'échanges collectifs. Voilà. Donc, on n'oblige pas l'échange collectif, même si je trouve que c'est toujours bien, dans le cadre d'évaluation de pratique professionnelle, de pouvoir discuter collectivement, parce que je trouve que ça enrichit beaucoup d'être un peu confronté à ses pairs. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. En tout cas, ce qui est obligatoire, c'est que vous fassiez un retour individualisé aux participants. Voilà, donc il y a plein de questions autour de ça. Puisqu'on parle d'images, de tracés, etc., il y a une question sur est-ce que ça peut être utilisé, par exemple, pour une formation, une action relative au diagnostic dermato en médecine générale. Oui, c'est pas que pour des dermatos, hein, ça peut être aussi médecine générale. Oui, totalement. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On a un peu la même question qu'avec le TCS. C'est compliqué pour les professionnels infirmiers. Oui, est-ce que là aussi, on n'est pas dans quelque chose qui est relativement médical? Enfin, il faudrait trouver des situations où l'analyse d'images, de tracés, de lames, etc., serait adaptée à l'exercice infirmier, pas sûr, mais encore une fois, peut-être ne faut-il pas imaginer que toutes ces méthodes peuvent s'appliquer indifféremment à n'importe quelle profession. Et à contrario, un audioprothésiste peut très bien avoir affaire à à regarder des audiogrammes ou des potentiels acoustiques. C'est un truc qui me dépasse totalement. Hein, mais voilà. Et donc l'idée là pour le coup, peut-être qu'effectivement pour les infirmières, les infirmiers, cette méthode s'applique pas, mais finalement pour une profession auquel on pense pas tous les jours, aux audioprothésistes, ça peut être une méthode pour eux opportune. Il y a d'autres questions. Alors là, c'est plus dans l'organisation d'une action. Dans une formation à l'échographie, est-ce que c'est censé d'alterner des vignettes cliniques et de la simu? Alors, elle serait... C'est une très belle... Si, alors j'imagine. La simu, c'est pour la production de l'image. Ouais. Je simule avec l'échographe et j'obtiens l'image, puisqu'il y a dans une formation à l'échographie, je me forme à obtenir l'image. À bien la positionner, etc. Donc, potentiellement, effectivement, je peux simuler. Alors que sur
La vignette, je suis dans la l'interprétation. vignette, je suis la partie interprétation. Donc oui, ça peut être tout à fait intéressant, mais là, on est dans une formation à l'échographie qui est longue et qui forme vraiment des échographistes. Mais pourquoi pas? Ça pourrait être une très belle action de DPC avec à la fois produire l'image, l'interpréter, et pourquoi pas faire simu vignette clinique. Pourquoi pas? Alors, il y a plein de questions sur les professions, mais autant y répondre. Hein. Il y a, est-ce que ça peut être destiné aux cardiologues dans le cadre d'analyse d'imagerie? Oui, totalement. Oui, totalement. Enfin, je veux dire, les cardiologues interprètent a priori des radios de thorax, des imageries d'échographie cardiaque de TT, transthoracique. Ils interprètent aussi accessoirement des ECG ou des tracés de Holter ECG. Oui, les cardiologues peuvent totalement bénéficier de cette méthode. Toutes les professions, toutes les spécialités qui interprètent de l'image, de la lame, du tracé. Effectivement, il n'y a pas que les médecins et quelques spécialités médicales. Il y a y compris des professions non médicales qui peuvent en interpréter. Voilà. On a la question, alors elle arrive à chaque fois, c'est des grands débats, le suivi des plaies. En général, quand je suis infirmier, je vois la plaie, quoi. Ou alors c'est une collègue qui me demande mon avis sur une plaie. Ça ne met pas le professionnel dans sa situation d'exercice quotidienne. Alors que, voilà, je prends la différence avec le cardiologue. Le cardiologue, paf, il va afficher la radio, etc., et il va l'analyser. J'ai envie de dire, en faisant ça, il fait son job, il simule son travail, quoi. Voilà. En revanche, ça peut être utilisé en formation autour des plaies. Mais là, c'est un outil de formation continue où, effectivement, on montre des plaies, on discute, etc. Mais ce n'est pas de l'évaluation de pratique, si tant est que là, on simule qu'on est en situation professionnelle de pratique. C'est pas exactement la même chose. Je te laisse continuer. J'ai tout dit là. T'as sur tout cette dit, alors on passe à la prochaine. Tu peux passer à la prochaine. Donc, dans la mesure où on l'a dit, c'est une méthode d'entraînement, il faut quand même un nombre suffisant pour permettre une amélioration de pratique, et donc on doit être confronté à un minimum de 30 images, lames ou tracés. Donc d'emblée, vous voyez que ça va être notamment dans le cadre d'une action de DPC, il faut que ce soit un peu dodu, parce que l'idée c'est pas au bout de 5 trucs qu'on s'est amélioré et qu'on a performé, il en faut au moins 30. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, et c'est d'autant plus, on comprend d'autant plus le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de réévaluation ni de deuxième tour nécessaire. Dans la mesure où c'est de l'entraînement, un peu comme le test de concordance de script, et qu'en plus on fait passer 30 images, on estime qu'on s'est entraîné. Donc on ne fait pas de deuxième tour, on ne réévalue pas. Quelque part, si on estime qu'on a encore des marges de progrès, on se réentraîne. Mais le deuxième tour a quelque part pas totalement de sens dans le cadre de cette méthode. Il peut être réalisé en format présentiel, classe virtuelle ou e-learning, aux conditions dont je vous ai dit, c'est que il y a des résultats, il y a un scoring, sur 30 images, combien vous en avez bien interprété, combien vous en avez mal interprété, et il y a un débriefing à minima individuel qui est fait par l'intervenant auprès du participant. Voilà. Donc c'est pas un débriefing automatisé, il faut quand même un minimum interpréter les résultats de l'apprenant, c'est-à-dire lui dire là tu vois sur tout ça en fait j'ai remarqué ton point faible c'est ça, ton point fort c'est ça, voilà, c'est pas automatique, t'as 5 mauvaises réponses ou 10 ou 15 et le professionnel il ressort avec ça, c'est pas l'idée. L'idée c'est qu'on lui pointe ses marges d'amélioration, ses marges de progrès, là où il est bien, là où il est moins bien. Voilà, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de deuxième tour nécessaire et on suit pas la progression de l'amélioration. Oui, alors là, parce que j'ai une question, écoutez bien, on le redit peut-être pas la dernière, mais
j'ai encore une question sur quel est le délai nécessaire pour un deuxième tour de TCS, ça revient. Il n'y en a pas de deuxième tour de TCS, pas plus que de vignette clinique, donc il n'y a pas de délai. Vous faites vos TCS, vous faites tout ce qu'on vous a raconté là, vous faites vos vignettes, tout ce qu'on a raconté là, et votre action est terminée. Il n'y a pas de deuxième tour à avoir. Voilà. Une remarque qui me paraît intéressante pour comprendre la différence de méthode dans l'utilisation EPP, ce qui est au cœur de la philosophie du TCS, parce qu'on pourrait se dire que ça peut être assez proche, c'est justement l'incertitude. La vignette EPP telle qu'on l'a décrit, il n'y a pas d'incertitude. C'est bon ou c'est pas bon, en fait. Enfin, Exactement. C'est de l'entraînement. Enfin, c'est de l'entraînement sur de l'interprétation. Après, vous pouvez faire des vignettes ou des images un peu plus subtiles que d'autres, ça c'est sûr. Enfin, il y a un moment, c'est aussi l'idée, on est dans une formation continue pour des gens qui pratiquent. Donc, faudrait pas que ce soit des... Enfin, typiquement, si on parle des électrocardiogrammes, vous allez peut-être pas mettre les mêmes électrocardiogrammes à des cardiologues qui en interprètent, qui sont vraiment très bons dessus, avec des gens dont c'est pas la spécialité et qui n'en côtoient pas au quotidien. Donc, c'est ça l'idée, c'est qu'il faut que la difficulté de l'image, de la lame ou du tracé, elle soit cohérente avec le public que vous ciblez. Pareil pour des problématiques dermatologiques, peut-être que pour des généralistes, vous ne mettrez pas les mêmes photos que pour des dermatologues, quoi. Voilà. Alors on a des questions, je salue la personne qui la pose, parce qu'on a des dialogues... qui dit sur une vignette démarche diagnostique, en donnant au fur et à mesure de nouvelles infos, au lieu de poser les questions en menu déroulant, on le fait en couplant avec des questions type TCS. Est-ce que ça devient de l'EPP ? J'ai du mal à comprendre les questions, parce que si vous êtes prête à faire ça, vous faites un TCS, quoi. Et c'est pas de la vignette clinique EPP, vous faites du TCS. Il faut y aller. Si vous êtes en capacité du faire du TCS. Encore une fois, je trouve que c'est extrêmement intéressant, hein, la question qui a été posée, le commentaire. Le TCS, c'est de la simulation de raisonnement en situation d'incertitude. Ah, tu vois, t'as dit simulation. Oui. Non, mais simulation du raisonnement, enfin oui. En situation d'incertitude, et ça simule effectivement une pratique. Et il n'y a pas la bonne réponse. D'ailleurs, à la fin, vous ne savez pas ce qu'il a. Hein. Oui, non, c'est de la discussion, mais ce n'est pas le sujet, en fait. Hein. C'est comment vous traitez de l'hypothèse et de l'information. C'est ça, le TCS. Sur la vignette clinique, en EPP, c'est je teste si je serai bon dans ma vraie pratique. Est-ce que je sais dire que ce fœtus, il y a un problème ? Est-ce que je sais dire si ce mélanome est malin ? Est-ce que je sais... voilà. Oui. Et donc, globalement, c'est pas la même logique, c'est pas du tout la même utilisation. Et en dehors de ça, hein, dans un certain nombre d'exemples que vous avez donnés, c'est un cas clinique que vous travaillez en formation continue. L'interprétation de tests cutanés peut-elle être adaptée à la vignette clinique ? Oui, pourquoi pas, effectivement. Les tests cutanés à l'ergo, ça peut faire des belles actions de vignette clinique, tout comme, je ne sais pas si j'y pense là comme ça, mais l'interprétation d'antibiogrammes pour les biologistes, typiquement, c'est pas de la lame à proprement parler, mais interpréter un antibiogramme, ça peut être de la vignette clinique, effectivement. Alors, si la réponse est binaire, quel est l'intérêt d'avoir un retour individualisé versus une correction automatisée? Mais quand on parle de retour individualisé, c'est pas forcément l'appeler pour lui raconter. C'est qu'il a un retour, mais le retour, c'est pas juste... Il y a un intérêt quand même pour que ce soit formateur. C'est juste lui dire, tu t'es planté, le bébé, il avait un problème. Il faut peut-être lui faire aussi un retour, et ça se construit, sur quel était le piège de l'image. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu parce que... globalement, si vous faites un truc d'échographie fétale, ils ont tous un DEIU d'échographie fétale, et vous savez que c'est un des gros problèmes. C'est-à-dire que même des gens qui ont des DEIU d'échographie fétale et qui font de l'échographie fétale à longueur de journée, c'est pas tout. Enfin, ils voient pas tout. Et là, en fait, on en revient à. On l'a pas dit parce que ça me paraît évident, mais les images que vous sélectionnez,
elles ont une vocation pédagogique. Ah oui. Enfin, je veux dire, c'est pas les 30 dernières images que vous avez trouvées sur Google Images. L'idée, c'est que ça doit être choisi pour un objectif pédagogique. Si vous travaillez sur la clarté nucale, que sur 20 clichés, le professionnel les a trouvé le bon diagnostic, et sur 10, il s'est trompé, et c'est parce que c'était les 10 où vous avez justement testé le fait que le bébé était dans une position particulière, ou là, encore une fois, c'est franchement pas mon domaine. Mes patients sont pas Si, trop. mais c'est pas tes patients. Mes les bébés, patients mais sont pas enceintes. Ouais. Mais l'idée, c'est justement de revenir vers lui et de lui dire, comme le disait Michel, là, il y avait tel piège, tu l'as pas vu, fais attention. Pas juste lui dire ah non, Voilà. ça va pas, parce que sinon il comprend pas. Voilà, faut qu'il comprenne pourquoi est-ce qu'il a bon, pourquoi est-ce qu'il a faux. C'est en ça que le retour vers le participant est important. Voilà. Et donc ça, c'est pour ça qu'il suffit pas de lui renvoyer un scoring, mais à un moment, il faut effectivement qu'il comprenne pourquoi, à un moment, il n'a pas su interpréter cette image. Et ça lui permet ensuite, quand il va se retrouver face à une image identique, hop, de se dire, ah ben voilà, le bébé est dans cette position, il faut que je sois attentif à tel point, tel point, tel point, pour pouvoir véritablement poser mon interprétation d'image. Donc, vous voyez que là aussi, on a... il y a de la construction. Le retour au participant est personnalisé. C'est-à-dire ça peut pas être le même que son voisin, même Parce qu'ils font pas les mêmes erreurs. Et donc, il suffit pas de scorer, il faut lui expliquer ce qui a pu conduire à l'erreur. Voilà. Et ça, c'est important. Mais c'est quelque part, et c'est comme je vous disais, dans le choix pédagogique de vos images, vous savez en choisissant telle image ce que vous voulez tester auprès du participant et pourquoi il serait susceptible de se tromper en fait. C'est là votre travail pédagogique en fait. C'est de le tester sur un point d'acquisition de connaissances ou de test de compétences que vous pré-identifiez. Et là, vous êtes en capacité de lui faire le retour en disant justement, là, cette image, je voulais tester tel truc, t'es tombé dans le panneau, je t'explique pourquoi. Voilà. Alors, toujours les mêmes... Mais c'est bien de les reprendre parce qu'on est, on est là pour ça. Est-ce qu'on peut imaginer des mêmes vignettes pour plusieurs spécialités? Donc, il y a un exemple, est-ce que ça peut être pour 3 professions qui pratiquent identiquement l'écho sur la simu-écho-thyroïdienne, etc. Oui. Ça peut être des endocrinos, des échographistes titulaires du DU, des radiologues, bien sûr. Typiquement, vous voulez... encore faudrait-il que ce soit une orientation prioritaire, encore une fois. Tout ça, il faut que ça rentre dans les orientations prioritaires. Mais vous voudriez faire travailler un endocrinologue, un hépatogastro-entérologue et un dermatologue sur l'électrocardiogramme. A priori, vous pouvez mettre les 3 dans une même action et les faire travailler sur le CG. En l'occurrence, vous y mettrez peut-être pas un cardiologue, il risque de s'ennuyer fermement, a priori. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est que, encore une fois, il faut revenir à la définition qu'on avait donnée de pluriprofessionnel et interprofessionnel. Alors, il y a une question, là, elle est globale, et c'est pas que les TCS, etc., mais ça permet d'y répondre une bonne fois. Est-ce que... dans le cadre d'un programme intégré, les TCS, les vignettes, vous pouvez faire un programme intégré. Mais on voit que, moi j'ai envie de dire, c'est pas l'alpha et l'oméga le programme intégré. Globalement, et je vais prendre l'exemple, vous avez des titulaires du DIU d'échographie fétale à qui vous faites des vignettes cliniques d'interprétation d'images. Est-ce que le type n'est pas formé? Bien sûr que si. Il a même un DIU, il l'a eu. Et en plus, il y a une exigence, vous savez, pour ceux qui font de l'échographie fétale, de se former régulièrement. Si il a du mal à interpréter une image, c'est pas en lui refaisant la formation sur l'échographie fétale que vous allez y arriver. La partie formation, elle est peut-être pas du tout utile. C'est-à-dire qu'il faut pas toujours... Et là, c'est un message global que l'on passe. Il peut y avoir des programmes intégrés qui ont du sens. Ils l'ont pas toujours, parce que parfois, la mauvaise pratique ne vient pas du fait que je ne sais pas. C'était le cas dans les audits, c'est clairement le cas ici.
Je sais, mais là, j'arrive pas à voir parce que c'est subtil et que ça peut arriver aux meilleurs d'entre nous. Donc, il n'y a pas de nécessité forcément de faire du programme intégré. Et au fond, y compris avec les commissions scientifiques indépendantes, on préfère de très bonnes formations d'une part, de très bonnes actions de PP d'autre part, plutôt que des programmes intégrés où il y a de la formation histoire de faire de la formation. Voilà. Là, je crois que c'est vraiment un sujet... C'est d'ailleurs parfois quelque chose qu'on vous propose en examen de conformité. On vous dit, écoutez, a priori la partie EPP et les formations continues, ça ne tient pas debout. En revanche, n'hésitez pas à déposer votre action uniquement en formation continue seule ou rarement en EPP seul. Mais voilà, donc c'est quelque chose qu'on vous propose aussi d'emblée en premier niveau. Hein. Alors, il y a toujours cette question de la restitution. Hein. Est-ce que le retour peut prendre la forme d'une vidéo explicative globale que les apprenants pourraient consulter ? Non, parce qu'ils n'ont pas nécessairement tous eu les mêmes difficultés. Et donc, vous pouvez faire une vidéo explicative globale, c'est pas mal, ils la consultent. Ça n'empêche pas qu'il faut faire un retour individualisé. En fait, c'est quand même le meilleur moyen pour que votre action, elle passe à côté de la cible. C'est-à-dire, si la personne, en fait, elle a eu bon sur 20 images, qu'elle a eu des difficultés sur 10 images, que vous lui imposez de se fader une vidéo d'1 heure qui va reprendre sur les 20 images qu'il a eu, le mec va décrocher, quoi. Il va même pas suivre la formation. Et globalement, ça aura eu finalement un impact nul pour l'apprenant. Donc non, il faut que ce soit individualisé. Et c'est d'autant plus important que ce soit individualisé qu'encore une fois, vos images, vos lames, vos tracés, ça ne doit pas être des trucs, des questions pour externes de 2e année. Hein. Ce n'est pas introduction à l'analyse d'un électrocardiogramme, etc. Ce sont des professionnels spécialisés qui ont des DES, qui travaillent depuis 20 ans. Ils ont l'habitude d'en voir passer. Et donc, évidemment, il faut aussi les entraîner aux cas les plus complexes qu'ils peuvent recevoir. Oh, il y a les bilans en endocrino, c'est limite. Là, ça commence à être très compliqué. C'est vrai que sur les bilans hormonaux, il y a des choses assez subtiles, complexes. Savoir interpréter un bilan hormonal ou un bilan... Après, moi, je dirais à ce stade, non. À ce stade, non. On verra dans un deuxième temps, encore une fois, en fonction des évolutions de nos discussions avec la Haute Autorité de Santé, jusqu'où on va dans ces vignettes cliniques. La difficulté, c'est que là, qu'est-ce qu'un bilan biologique après, on aura l'interprétation des numérations formules sanguines ou des ionogrammes. Ou, voilà, donc... moi, à ce stade, je dirais non, avec une clause de revoyure en fonction des travaux qu'on a avec la Haute Autorité de Santé. Et c'est des questions qu'on pourra poser. Hein. Il faut effectivement qu'on avance avec la... Après, ça peut être fait et discuté dans le cadre d'une formation continue. Il n'y a aucun sujet. Hein, mais dans le cadre d'une vignette clinique, pour le moment, je sursois. Je préfère attendre la suite des discussions avec la Haute Autorité de Santé. En synthèse, puisqu'il faut en faire une, donc 2 méthodes d'entraînement au raisonnement. Une, et ça a été très bien résumé par l'un d'entre vous, qui est une méthode qui met le professionnel dans la situation qui est la sienne au quotidien, d'incertitude, avec l'apport d'éléments successifs sur lesquels il élimine des hypothèses, le TCS. Voilà. Et ça doit être des situations complexes, des informations qu'il faut savoir interpréter, entendre et écouter. Et c'est toute la difficulté de la construction de ce truc. La vignette clinique, c'est pas du tout ça. On n'est pas en situation d'incertitude avec des choses... On est dans sa pratique quotidienne quand on analyse des lames, etc. Et au fond, c'est comme si vous receviez des examens de patients que vous suivez. Il faut que vous sachiez lui dire quelque chose et donc vous les analysez. Sachant que là aussi, c'est pas de l'incertitude, hein, mais c'est de la complexité. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des images un peu plus complexes que d'autres à
à analyser. Et dans les deux cas, là c'est vraiment des messages, vous n'êtes pas obligé de faire de la formation au milieu, ou avant ou après, c'est pas le Il sujet. n'y a pas de milieu puisqu'il n'y a pas de deuxième tour. Et voilà. Et j'allais y venir, et il a anticipé, il n'y a de toute façon pas de milieu, puisque pour aucune des deux méthodes, il n'y a de deuxième tour nécessaire. Et c'est même pas, là on a écrit nécessaire, mais il n'y a même pas de deuxième tour du tout. Ça n'aurait aucun sens de faire un deuxième tour. Et donc, alors je regarde s'il y a encore quelques questions. Alors, il y a des questions qui échappent à ce webinaire. On ne peut pas répondre. Je sais que vous avez plein de questions et on va continuer à vous accompagner. Mais il y en a qui échappent à ce webinaire qui était vraiment centré sur ces deux méthodes. Quelle méthode convient le mieux aux pharmaciens d'officine en matière de PP ? Quelle méthode convient... Bon. Là, déjà, on ne va pas y répondre nous tout seuls. C'est un travail qu'on va continuer avec la Haute Autorité de Santé. De façon très claire, moi je l'ai dit, y compris à Lionel Collet, puisque c'était avec Lionel Collet qu'on discutait vendredi dernier. Et c'est une parole que j'ai beaucoup portée depuis une dizaine d'années, sachant pour ceux qui ne le savent pas que la Haute Autorité de Santé, c'est ma maison mère, j'en viens. Même avant, mais ça me rajeunit pas si je dis que j'ai connu l'ANAS. Et que toutes ces méthodes sont des méthodes que j'ai connues au-delà de leur utilisation dans le cadre du DPC. La question, et on avait abordé ça la dernière fois dans les webinaires, il y a plusieurs questions autour des méthodes de DPC. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait tout ce travail d'adaptation pour vous expliquer comment les utiliser dans le cadre d'actions de DPC. Premier point, ces méthodes, elles n'ont pas été élaborées a priori pour construire des actions de DPC. On l'avait dit, ce sont des méthodes d'amélioration continue de la qualité en établissement de santé. Moi, je les ai connues en 99, ces méthodes. Et le DPC, on ne le connaissait pas à l'époque. Et évidemment, ça ne se fait pas en établissement de santé avec des équipes constituées de la même façon que ça se fait dans des actions de DPC qui durent 7 heures. Et c'est pour ça qu'on fait tout ce travail d'accompagnement. Après, ne nous cachons pas, et on l'a dit à la Haute Autorité de Santé, il faut qu'on travaille ensemble. Ces méthodes, elles sont, pour beaucoup, hospitalières, très centrées sur les médecins ou les professions médicales. Et à l'évidence, c'est parfois compliqué de les utiliser pour d'autres professions. Et la question que vous posez sur les pharmaciens d'officine, c'est une vraie question. Mais il y en a d'autres. C'est quoi pour les opticiens ? C'est quoi pour les aides-soignants ? Etc. Vous pouvez utiliser un certain nombre de ces méthodes, mais ce travail de quelle méthode, pour quelle profession, dans tel contexte d'exercice, il faut qu'on le continue avec la Haute Autorité de Santé, il faut qu'on le continue avec les CSI, il faut qu'on le continue avec le Haut Conseil du DPC. Et ces webinaires ne vont pas s'arrêter, on va continuer à vous accompagner et on espère prochainement pouvoir y répondre de façon plus précise et surtout pas tout seul de notre côté, mais en ayant travaillé avec l'ensemble des acteurs. La Haute Autorité ayant reconnu que c'est... on a embarqué 33 professions dans le DPC et que c'est pas toujours facile d'utiliser toutes ces méthodes pour les 33 professions. On ne peut pas utiliser le même outil pour 33 professions avec plein de modes d'exercice différents, le sanitaire, le social, le médico-social. Voilà. C'est ça. On vous rappelle puisqu'il y avait des questions là-dessus, est-ce que ce webinaire sera disponible pendant plusieurs moments? La réponse est oui. Il va être sur notre site, vous allez pouvoir le voir, le revoir autant de fois que vous voulez, mais au-delà, et je vous invite d'ailleurs à les regarder au-delà de la révision complète du webinaire, qui dure quand même, là ça fait 1h30 qu'on parle, mine de rien. On va essayer de ce qu'on a fait pour l'audit, d'en faire des petites capsules avec les messages les plus importants
que vous allez pouvoir revoir, etc. Parce que c'est évidemment comme ça que ce sera le plus utile. Vous avez un espace où l'ensemble de ces fiches qu'on expose dans le cadre du webinaire sont mises à votre disposition. C'est sur le site internet, hein, c'est pas sur l'extranet ODPC Ouais. qui nécessite un vrai rafraîchissement d'ailleurs au passage, mais voilà, en tout cas c'est sur le site internet de l'agence, dans l'onglet accompagnement des ODPC, voilà, où vous trouvez toutes ces fiches, les 8 fiches qui s'affichent à l'écran, la fiche format sur la case virtuelle, avec la partie webinaire où il y a le replay, le diaporama et il y aura les petites capsules qui arriveront très très vite et toutes les foires aux questions et les livrets. Voilà, il y a notamment une disponibles. foire aux questions, toutes les questions que vous posez sur les méthodes format, mais aussi dépôt, inscription, etc. Et en complément évidemment de ce webinaire, on vous invite à vous y référer, mais on vous invite aussi, parce que là, vous nous avez posé des questions, on y a répondu, on ne peut pas répondre à toutes. J'espère que les principales ont été balayées. Mais on vous invite aussi à prendre contact avec nos services. Je l'avais annoncé la dernière fois, j'ai souhaité structurer au sein de l'agence une direction centrée sur l'accompagnement des acteurs, et notamment les ODPC, pour vous aider à concevoir, pour répondre à vos questions. Ça passe par des outils, mais ça peut aussi passer par des questions directes. Et donc, il ne faut pas hésiter. Ayez toujours en tête quand même, quand vous nous posez une question, Que vous êtes vous êtes 2400. 2400 et 400 ou 700, et on qu'on ne compte peut plus. pas nécessairement répondre du jour au lendemain. Si vous vous mettez tous à nous poser des questions, il y a un petit délai, mais on répond. Et notre volonté, c'est évidemment répondre à vos différentes questions. Alors, on a une question, ça tombe bien, parce qu'on voulait terminer là-dessus. Mais est-ce que les contrôles CSI ou les nôtres peuvent revenir sur une validation d'un programme au motif de nouvelles méthodes applicables au 1er mars, alors même que le programme est déjà validé par la NDPC ? C'est tout le sujet. Alors, donc la réponse est oui. Donc, on a appliqué ces précisions concernant l'application des méthodes de la Haute Autorité de Santé en action de DPC, donc depuis le 1er janvier ou pour toute action dont la première session débutait à partir du 1er mars. Et s'agissant plus précisément notamment des vignettes cliniques qui ont été publiées jusque-là, on va faire une grande campagne de reprise d'action, c'est-à-dire qu'on va dépublier en fait les actions. Alors on le fera pas du jour au lendemain, hein, où il y aura un délai effectivement d'au moins 1 mois ou 2 pour vous permettre de prendre des dispositions, et on fera toutes les actions de tous les organismes en même temps pour assurer une équité entre les organismes. Voilà. Après, si d'emblée vous voulez déjà supprimer vos actions, si vous trouvez qu'elles correspondent pas à ce qu'on a dit aujourd'hui, n'hésitez pas, ça nous fera moins de travail. Mais voilà, en tout cas, la campagne de reprise d'action sera faite dans les semaines à venir. Il nous reste à vous remercier de nous avoir supportés pendant cette heure et demie. On espère surtout, et on a voulu concevoir ce séminaire de la façon la plus pratico-pratique possible, avec plein d'exemples, avec de la réponse aux questions. On espère surtout que ça vous a été utile. Et encore une fois, on vous invite à consulter l'ensemble des documents associés et plus tard les petites capsules, hein, on vous informera qu'elles arrivent. On ne s'arrête pas, puisqu'on vous donne rendez-vous à une date qui reste à fixer au mois de juin. Sur la simulation en santé, puisque c'était ce sur quoi vous aviez voté la dernière fois pour le troisième webinaire. Et là, on ne sera pas tout seul autour de la table, puisque nous aurons un nouveau membre du Haut Conseil du DPC, qui est le professeur Christine Amirati, qui a rejoint le Haut Conseil du DPC et qui est une experte en simulation. Exactement. En santé. Hein. C'est elle notamment qui pilote le centre de simulation du CHU d'Amiens. Et puis des formateurs en simulation. Exactement. Qui seront avec nous. Et donc, au-delà de la parole de l'agence, vous aurez aussi des paroles de professionnels
qui mettent en place la simulation, qui pourront vous parler de la pédagogie par simulation et vous exposer comment on construit une belle action de simulation en santé. Merci beaucoup de votre écoute. À très bientôt, et on vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Au revoir.